On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Radar, le podcast. Avec Pierre Lebrun et Anthony Desaulniers. 23 avril 2025, bienvenue à une nouvelle édition de Radar. Et quand je dis nouvelle, c'est parce que le podcast va un peu changer. On vous l'a dit la semaine dernière, Pierre est sur la route avec les séries éliminatoires, bien évidemment, et lorsqu'il s'éloigne de son studio à la maison, c'est un peu plus compliqué, avec les contraintes technologiques, de lui parler de façon hebdomadaire. Peut-être que ça va revenir, peut-être qu'entre deux séries, lorsqu'il sera à la maison, on fera des épisodes à ce moment-là, mais pour l'instant, on voyait qu'il y avait quand même un intérêt pour les podcasts hockey, les discussions entre nous. Donc, on a décidé de prolonger dans une autre direction. C'est avec Olivier Paiement et Jacob Langlois-Pelletier qu'on va poursuivre l'association. Comment ça va, les boys? Ça va vraiment bien. Très bien, toi? Ça va être le fun, je pense qu'on va avoir du plaisir. Donc, on s'éloigne peut-être un peu plus de la recherche d'informations, comme Pierre pouvait nous le donner, parce qu'on n'a pas les plugs et les sources comme Pierre. Mais on va y aller peut-être plus dans l'actualité commentée. On va regarder différentes séries si l'occasion s'y prête. Cette semaine, il y a énormément de nouvelles, comme c'est le cas à chaque année. Après que la saison régulière se termine, il y a beaucoup de choses qui se passent. Fait que c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. On espère que vous allez apprécier le produit et que vous allez revenir en grand nombre. Ouais, écoute, faudrait que je calcule. Jacob et moi, on a peut-être un petit peu moins d'abonnés Twitter que Pierre Lebrun. Mais il y a tellement de bons sujets hockey dernièrement, je suis sûr qu'on va vraiment s'amuser. Ouais, c'est un podcast qui vous est présenté encore une fois cette semaine par ubet.io. Inscrivez-vous sur le site avec le code RADAR et profitez d'un match de dépôt à 100% sur votre premier dépôt jusqu'à 100 $ canadiens. Bon, la nouvelle qui est tombée hier, nouvelle qui est quand même très intéressante, un doyen dans la Ligue nationale de hockey, Lou Lamoriello, 82 ans. Tu fais monter la porte, là, si tu veux. Là, on décide de ne pas renouveler notre entente avec le directeur général et président de l'équipe, lui qui occupait deux fonctions. C'est la bonne décision, Oli, avec les Islanders? Ouais, je pense qu'il n'y a pas de doute. C'est un genre de congédiement masqué un peu. Là. Tu vas pas mettre dehors, congédier de manière si abrupte quelqu'un comme Lou Lamoriello, qui est une légende vivante dans le hockey. Mais les Islanders tournent en rond depuis des années. C'est une équipe qui a vraiment un drôle de noyau. Beaucoup de vétérans avec des gros contrats. On a gaspillé à peu près tous nos choix au repêchage dans les dernières années. Tu sais, à part Cole Eiserman, il n'y a pas vraiment d'espoir de premier plan dans l'organisation. Mais on a maintenant Callum Ritchie parce que Lamoriello a surpris plusieurs personnes en y allant avec une transaction vendeur au dernier deadline. Et ça, moi, je l'avais pas vu venir. C'était la chose à faire. Ouais. Mais dans un contexte, justement, où est-ce que tout le monde anticipait un départ éventuel, on pouvait s'attendre à ce qu'il presse le citron et disent « Hey, vous reconstruirez quand moi je serai parti. » Ben c'est ça, c'est sûr que c'est pas Lou Lamoriello qui allait entamer la reconstruction lui-même. À son âge, tu l'as dit, 82 ans, tu t'embarques pas dans un projet comme ça et tu sais pas si les fruits de tes efforts vont aboutir avant 2, 3, 4, 5 ans. Puis les Islanders ont quand même continué à gagner après la transaction. Brock Nelson, ils ont été dans le coup jusqu'à la fin pour faire les séries. Mais là, la personne qui va avoir ce poste-là de DG, elle aura un gros choix à faire. Est-ce que tu continues la job de patchage de trous, la job de va essayer, ou est-ce que tu entames une reconstruction? Pour moi, c'est le choix à faire, il n'y a pas de doute. Mais en même temps, tu le dis, c'est tellement compliqué parce que reconstruction, habituellement, c'est lorsque ton vétéran, son contrat va venir à terme, tu le transformes en joueur de location, tu l'échanges et là, tu augmentes ta banque de choix et ta banque d'espoir. Mais lorsque tu regardes la situation avec les Islanders, bon, Bo Horvat, ça va nulle part, il n'y a pas de problème. Mais tu as un gars comme Pierre Engvall, 3 millions signés jusqu'en 2030. Tu as Ryan Pollock, qui est signé à 6,15 millions jusqu'en 2030. Même chose pour Scott Mayfield, à 3,5 millions jusqu'en 2030. Tu as un long terme avec Ilya Sorokin, tu as un long terme avec Matthew Barzal. Tu as refusé d'échanger Carl Palmieri à la date limite de transaction. Tu es coincé encore avec un Jean-Gabriel Pajot. Tu as Anthony Duclair qui est là pour longtemps. Tu as Andersley qui te reste encore 2 ans, 7 millions. Tu sais, honnêtement, il y a beaucoup de travail sur la planche. Est-ce qu'un directeur général d'expérience a envie d'aller se mettre les deux mains là-dedans ou on va devoir passer par un directeur général, peut-être une nouvelle génération qui va vouloir se faire les dents avec les Islanders? Mais ça reste une job qui est pas si mauvaise que ça dans la mesure où tu as Ilya Sorokin, qui est un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale. Peut-être un peu plus difficile cette année, mais bonhomme allant, c'est un gars qui est quoi? Top 5, top 10, on s'entend? En forme, oui, assurément. En forme, oui. Noah Dobson aussi, saison plus difficile. Cette année, il a fait quoi? 70 points la saison dernière. Tu peux débattre, est-ce que c'est un défenseur top 10, top 15? C'est quand même un solide défenseur numéro 1. Puis tu as Matthew Barzal, qui fait partie aussi des 20-25 meilleurs centres dans la Ligue nationale de hockey. Donc ça, en soi, c'est pas si mauvais. Mais ça, justement, ça, c'est les actifs pour lesquels
si t'es un DG qui accepte ce poste-là, tu pourrais avoir beaucoup en retour de ces gars-là. C'est là où ta reconstruction, si tu veux l'accélérer, si tu veux amasser des actifs, ça devient intéressant. Puis ça reste que, tu l'as dit, écoute, Pierre Engvall, tu peux pas échanger ça. Anthony Duclair, on a vu ce qui s'est passé en fin de saison. En plus, tu peux pas échanger ça. Tu peux pas l'échanger, t'es en train de réfléchir. Exactement, oui, exactement. Ça devient une job quand même très, très difficile. L'avantage, par contre, aussi d'accepter ce poste-là, c'est qu'on arrive à un moment dans la Ligue nationale où il y a de moins en moins d'équipes qui entament des reconstructions. On dirait que tout le monde veut gagner. Même les équipes qui sont dans les bas-fonds depuis quelques années, les Ducks disent qu'ils veulent gagner maintenant. T'sais, plusieurs de ces formations-là veulent prendre un pas de plus vers l'avant. Et plusieurs des équipes ne veulent pas reculer, comme les Rangers, les Penguins notamment, ils veulent pas commencer une reconstruction. Mais pas juste ça, Ali, parce que les Capitals de Washington ont tellement réussi leur reset on the fly, et là, on le voit bien parce qu'ils sont dans une série face aux Canadiens de Montréal. C'est une équipe qui a refusé de reconstruire alors qu'on disait qu'après l'ère Ovechkin, ça allait être compliqué. On a procédé à toutes sortes d'ajouts. On a été assez fin renard pour tirer avantage d'une situation avec les Kings pour Pierre-Luc Dubois. Matt Roy, Mangiapane, nommez-les. Là. Ouais. Il y a énormément d'ajouts et ça a fonctionné. Fait que si moi je suis un propriétaire d'équipe, là, je veux rien savoir de la reconstruction lente qu'on a vue du côté des Coyotes / de Utah qui s'échelonnent sur 6-7 ans. Parce que je veux pas avoir je veux du monde dans mon building, je veux gagner là. C'est pas un modèle, par contre, qui est facile à appliquer. C'est ça la nuance, c'est que... C'est ça, exactement. Il y a beaucoup de chances qui rentrent dans ce genre de modèle-là. Est-ce que, oui, je comprends en tant que propriétaire, tu veux dire c'est ça que je veux faire parce que c'est mieux, ça prend moins d'années. Mais est-ce que c'est vraiment assez fort comme modèle pour te dire que on va construire comme ça, c'est un succès qui est presque garanti? Je pense pas. Je pense que les Caps, c'est quasiment une erreur dans la matrice, ce qu'ils ont fait en fait cette année. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est souvent on associe la reconstruction plus lente à succès garanti. Il y a une couple d'équipes qui s'inscrivent en faux. Là. Ouais. Le problème, il est là. C'est que si tu vas chercher cette reconstruction-là plus lente et que tu te retrouves avec une équipe qui pourrait développer de mauvais pas, de faux plis, et là, tu te sors jamais de ce maras-là et tu n'es jamais capable de passer à l'autre étape. Tout le monde a les Sabres de Buffalo qui arrivent en tête de liste, là, mais c'est la réalité quand même. Là. Puis la différence entre les Capitals et les Islanders, par exemple, c'est que les Capitals, ils ont gardé leur choix au fil des années. Ils n'ont pas essayé de, comme les Penguins, par exemple, ou comme les Islanders, de donner des choix de premier et deuxième tour. Donc, ils ont pu se garder quand même une banque d'espoir assez solide, sans nécessairement repêcher trop dans le top 5, top 10, à part un gars comme Ryan Leonard. Tandis que tu regardes du côté des Highlanders, bon, l'an passé, on a repêché Cole Eiserman au premier tour. 2023, on n'avait pas de choix de première ronde. 2022, pas de choix de première ronde. 2021, pas de choix de première ronde. 2020, pas de choix de première ronde. Ça fait mal, ça, donc ça devient beaucoup plus difficile. Tandis que les Capitals, lentement, on a su bâtir une bonne banque d'espoir, qui là, on voit qu'elle arrive enfin à maturité. C'est pour ça que c'est plus difficile à dire qu'à faire. Même un gars comme Dylan Strome, c'est un peu de la chance qu'il se soit retrouvé à Washington. On de la chance, mais honnêtement. Les Blackhawks l'ont échappé solide. Qui aurait prédit une saison de plus de 80 points pour Dylan Strome? Personne. Même pas sa mère. Puis je te dirais, Jacob Chychrun aussi, écoute, il y a bien des gens qui remettaient un peu en question son profil après qu'il soit sorti d'Ottawa. Puis finalement, ce sont des joueurs qui... Pierre-Luc Dubois est un autre excellent exemple. Ce sont des joueurs qui contribuent énormément au succès de leur équipe. Mais là, si t'es les Islanders, est-ce que tu y vas justement à vendre des joueurs de premier plan, Noah Dobson, qui est agent libre avec restriction, on le rappelle, cet été. Donc lui, il faut que tu prennes une décision rapide dans son cas. Ouais, mais tu pourrais quand même l'échanger. C'est pas comme s'il était UFA. RFA, t'es capable d'avoir un retour intéressant, surtout pour Dobson. Là. Mais dans le sens où tu vas devoir prendre une décision aussi contractuelle de est-ce que tu l'échanges tout de suite ou est-ce que tu lui donnes un contrat à long terme parce que Dobson, il va viser un contrat de 8-9 millions de dollars par année pendant 8 ans. Là. Mais les gars, je vous pose la question. Vous êtes Kent Hughes, vous voyez la situation. Là, éventuellement, il y aura un remplaçant qui va être nommé là, à la tête des Islanders de New York. En fait, il y en aura 2, ça a été annoncé. C'est pas vrai qu'on va engager une seule personne pour le poste de DG et de président. Il y aura 2 personnes distinctes. Si vous êtes Kent Hughes, là, puis vous voyez un Matthew Barzal, c'est pas le plus gros Barzal, mais c'est un joueur qui est signé à long terme à 9,15 millions, 27 ans. Est-ce que c'est un joueur qui vous intéresse? Ben écoute, c'est sûr que j'appelle pour voir c'est quoi le prix qui est demandé, mais je pense que ça va dépendre aussi de la direction que les Islanders vont prendre. S'ils veulent garnir leur banque d'espoir, le CH a quelque chose pour danser avec eux. Par contre, s'ils veulent essayer de faire un reset on the fly, copier un peu le modèle des Caps, j'ai l'impression que c'est peut-être pas un mariage qui est possible entre les deux équipes, mais c'est certain qu'en tant que DG, j'appelle pour m'intéresser à un joueur comme ça. Moi, je pense que dans le meilleur des mondes, t'appelles pour les deux.
Parce que tu vas chercher Barzal, là, tu as ton deuxième centre pour les prochaines années, et Noah Dobson. Ah, mais là, tu joues au Oui, PlayStation. je le sais. C'est pour ça que je dis dans un monde idéal. C'est deux gars qui comblent parfaitement les besoins du Canadien. OK, Parce mais qu'à OK, droite- on jase. Oui. Tu donnes quoi? Parce que si Ben, tu vas c'est ça, aller le chercher les problème. deux, là, c'est ouvre le portefeuille. Non, là. c'est pour ça à peu près impossible. Il faudrait que tu donnes un gars à la Juraj Slavkovski, puis je pense pas que le Canadien est prêt à faire ça. Mais s'il y en a un de ces deux gars-là qui t'intéresse plus, par exemple, tu te dis on a vraiment besoin d'un deuxième centre, au pire, le défenseur droitier, on peut peut-être en signer un ou aller en chercher un à moins fort prix. Ça commence avec tes deux choix de premier tour cette année. Puis peut-être un gars à la Michael Age, mais si les Islanders veulent aller dans cette direction-là, ça peut quand même être intéressant comme offre, avec peut-être d'autres compliments. Je sais pas, Ouais. t'en penses quoi? Moi, je trouve que le défenseur droitier, c'est pas un besoin qui est urgent, honnêtement. Ben, Dans le court terme, tu peux encore te débrouiller. Puis moi, je crois beaucoup en David Reinbacher. Je pense que David Reinbacher, au camp d'entraînement l'année prochaine, va être capable de s'illustrer. Va-t-il commencer la saison à Montréal? On verra. Va-t-il être avec l'équipe en décembre? Pas mal convaincu, honnêtement. S'il reste en santé. Le point d'interrogation, il est là, mais ce sera un défenseur fiable qui va pouvoir rapidement te gruger des grosses minutes. Moi, je vide pas mon club pour un défenseur droitier de premier plan parce que je me dis, on va être capable, dans le moyen terme, de remplir ce trou-là. Au centre, c'est une autre histoire, par contre. je suis pas d'accord avec toi à la défense, parce qu'autant à court, moyen, long terme, la droite de la ligne bleue, c'est un besoin important pour le Canadien, parce que là, t'as David Savard qui va prendre sa retraite. T'as besoin de quelqu'un pour jouer ces grosses minutes-là en fin de match, Mais ouais, mais en David- désavantage numérique. Ouais, mais il a déjà ralenti, Yoli. Là, je Oui, veux oui, dire, mais il les joue quand même. Oui, c'est mais lui qui est là en fin de match pour protéger une avance. OK, C'est mais la lui qui est là en transition, désavantage c'est numérique. déjà amorcé. Là. David Savard joue plus 22 minutes. Là. C'est pas comme si on comptait sur lui. Je comprends l'émission spéciale, Ouais, mais... c'est important ça, parce mais que ça t'arrives s'apprend. t'arrives en octobre l'an prochain, OK? Si Alex Carrier, c'est ton seul défenseur droitier, tu retournes à la case des bords du début de cette saison où tu avais 5 gauchers et un Ouais, droitier. mais c'est pas ça que je te dis. Je te dis juste que plutôt que de vider ton équipe et de te déshabiller pour faire l'acquisition d'un droitier, il y a moyen d'en signer un dans le Ouais. court terme Oui. pour venir patcher ce trou-là. Ouais. Et après ça, Reinbacher, plus tôt que tard, je pense qu'il va être capable d'avaler de grosses minutes. Ouais. Et lorsque Reinbacher va faire son entrée dans la Ligue nationale, peut-être que ça va permettre à Lane Hudson de retourner jouer à gauche. Ce Ouais. qui serait pas une mauvaise chose non plus, parce qu'il n'a pas été mauvais à droite, mais tous les défenseurs aiment mieux jouer de leur côté. Là. Puis t'as raison que un quatrième défenseur, c'est beaucoup plus facile à trouver qu'un deuxième centre. C'est ce que je Surtout pense. Dans le cas d'un Matthew Barzal, qui a déjà eu des saisons d'1 point par match, a été un peu blessé cette année. En plus, c'est un gars, ça a l'air qui parle français, ce qu'on aime toujours à Montréal. Toujours une bonne chose. Un droitier, écoute, une ligne de centre Suzuki-Barzal, là, ça ferait beaucoup de jaloux à travers la Ligue nationale de hockey. Ah, c'est sûr et certain que ça serait très intéressant. Qu'est-ce que vous retenez du passage de Lou Lamoriello avec les Islanders de New York? Est-ce que c'est le fait qu'il avait quand même marqué l'embauche de Barry Trotz, ces deux présences en finale de l'Est qui ont permis de mettre 2 fois la main sur le trophée Jim Gregory, remis au directeur général de l'année? Est-ce que c'est la saga de John Tavares? Moi, je pense que ça a fait couler beaucoup d'angles dans le marché. Qu'est-ce que tu retiens? Ben, je pense qu'il faut retenir que c'est quand même, malgré tout, là, une équipe qui a eu du succès en série. Tu sais, on s'est rendu en finale de conférence. On a seulement raté les séries 2 fois, ça reste sous le règne de Lou Lamoriello. Une équipe qui a été bâtie d'une façon vraiment étrange, en donnant des drôles de contrats. Puis clairement, je crois que ça faisait partie aussi de la mentalité de Lamoriello, qui est un gars de la vieille école, qui acceptait pas de se rajeunir, pas de reconstruire. Mais ça reste un règne en demi-teinte, je dirais, surtout quand tu regardes qu'à Toronto, c'est lui un peu qui avait jeté les bases de l'équipe qu'on est en train de voir en ce moment, puis C'est qui est vrai. en train de performer et qui peut-être même va gagner une Coupe Stanley. Peut-être. Puis tu sais, tu dis se rajeunir, je te dirais même se renouveler, parce que tu regardes Jake, là, c'est un peu ridicule qu'en 2025, tu as encore ces contraintes-là de barbe, de cheveux longs, de Ah, gros numéros, dans un marché comme New York, où est-ce que les Islanders ont de la difficulté à faire du bruit, parce que tu te bats contre 2 équipes de basket, 2 équipes de football, 2 équipes de baseball, puis je te dirais 2 équipes de hockey en incluant les Devils du New Jersey. Pas évident quand même d'avoir des regards projetés sur toi. Fait que si ton directeur général est anti-fun et anti-swag, parce que veux pas, là, un gars qui arrive avec une belle chevelure ou tu sais, des gars spectaculaires axés sur le spectacle et le divertissement, ça aurait pas fait tort, honnêtement, aux Islanders. Là. Non, puis tu sais, ce que je retiens, moi, personnellement, de ce passage-là, c'est peut-être un certain goût amer d'un directeur général qui était contre l'air du temps, qui
une équipe qui était portée par les vétérans, puis on le sait quand on regarde les statistiques, puis les résultats en série éliminatoire, il y a quand même eu du beau du côté des Islanders, mais on dirait que c'est pas ça qu'on retient. Non. On retient plus justement cette mentalité-là du côté de Lou et tout. Donc je pense que ça va faire du bien à cette organisation-là de passer à autre chose, de peut-être se remettre sur la map en quelque sorte avec un nouveau directeur général, un président aux opérations hockey, puis tourner la page sur le dossier Lamoriello, qui en perspective a quand même eu des succès, mais au final, n'a pas réussi là, à il a quand même apporté une certaine stabilité à une organisation qui, on s'entend, à part leur dynastie au début des années 80, absolument catastrophique, là, une des pires de la LNH. Ben, c'est sûr que toute l'ère Rick DiPietro puis Garth Snow à la tête de l'équipe. On pourrait faire une liste des pires transactions, puis c'est toutes les Highlanders qu'ils ont fait. Mais les gars, ça nous amène, je pense, à la question la plus intéressante dans ce dossier-là. Patrick Roy, est-ce qu'il en a fait assez, ou peu importe le DG qui se fait embaucher, ce gars-là va garder Patrick Roy en poste comme entraîneur-chef des Highlanders? Dans le court terme, moi, je pense que oui. Je pense qu'on va donner une chance aux coureurs. Un peu, on peut regarder là, du côté des Sénateurs d'Ottawa quand Pierre Dorion a perdu son poste. DJ Smith a eu la chance de se prouver avant qu'on tourne la page. Je dis pas qu'il n'y avait pas déjà un compte à rebours enclenché puis qu'il vivait vraiment sur la corde raide. Mais Patrick Roy, dans un contexte pas évident, avec des blessures cette saison, puis honnêtement, un alignement vraiment diminué, a quand même permis à son équipe l'année dernière de faire les séries, puis cette saison se sont battus jusqu'à la toute fin. Fait que moi, je pense que dans le court terme, oui, Patrick Roy va rester entraîneur-chef, mais est-ce que Patrick Roy lance son chapeau pour devenir directeur général, par contre? Oh, ça c'est... Non, mais ça, c'est une bonne question, parce qu'on connaît Patrick Roy dans le junior, c'est ça qu'il faisait. Au Colorado, ça a créé des problèmes à l'interne où il voulait avoir son mot à dire. Tu parles-tu d'un rôle DG entraîneur qui monte en haut, qui ne soit plus coach? On verra jamais ça dans la Ligue nationale. Plus maintenant. Là. Je pense que c'est impossible déjà. C'est trop de travail. Trop de travail. Mais seulement DG. Ce serait intéressant quand même. Puis ça reste que Patrick Roy, c'est un gars qui, dans le junior, est habitué à des équipes un peu plus jeunes, à construire des équipes. Je le verrais quand même dans ce rôle-là. Mais c'est un gars qui a tellement de passion, il a tellement de fierté. J'ai l'impression aussi qu'il aime ça être derrière le banc d'une équipe. Là. C'est un compétiteur né, Patrick Roy. En tout cas, c'est sûr que ça va continuer à faire couler beaucoup d'encre, cette histoire-là, avec les Islanders de New York. C'est pas le seul directeur général qui a retenu l'attention cette semaine. Il y en a beaucoup. On va aller du côté de Détroit. Dylan Larkin, le capitaine des Red Wings, dans un point de presse, est allé de commentaires assez acerbes, honnêtement, à l'endroit de son directeur général en disant que l'inactivité de Steve Yzerman à la date limite de transaction a vraiment dessoufflé notre ballon. On a perdu notre momentum. Les gars n'y croyaient plus. Drôle de discours quand même de la part d'un capitaine. On ne peut pas lui reprocher de sortir la cassette, Larkin. Comment vous percevez ça si vous êtes Steve Yzerman? Écoute, moi, ça m'a vraiment surpris des commentaires comme ça. Je connaissais pas Larkin comme ça devant les médias, qui était capable de commentaires comme ça envers des gens de sa propre organisation. C'est assez surprenant. Est-ce qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues du côté d'Yzerman? On ne le saura jamais. Et peut-être que c'est arrivé, peut-être que c'est pas arrivé. C'est très décevant, puis j'ai hâte de voir la suite de Larkin à Détroit. Est-ce qu'il va y avoir des frictions qui vont commencer entre lui et l'état-major? Reste à voir, mais en même temps, est-ce que Détroit avait vraiment fait tout en leur possible pour que Steve Yzerman se dise « j'ai pas le choix ». C'est là, il faut que j'aille chercher des gens pour les aider. Je pense pas. Donc je pense qu'il doit se regarder aussi dans le miroir dans quelque sorte. Là. Ouais, puis tu parles de promesses peut-être non tenues. On ne sait pas ce qui s'est passé à porte close. À Montréal, on a eu une situation différente, mais on a su que Nick Suzuki a parlé avec Kent Hughes, lui a dit « Hey, je veux pas que tu touches au noyau, je veux pas que tu sois vendeur à la date limite. » Est-ce qu'il y a une situation peut-être inverse qui a eu lieu à Détroit où Dylan Larkin a demandé à Steve Yzerman d'aller chercher un ou deux morceaux pour les aider à être compétitifs, pour se qualifier pour les séries? C'est possible. Mais c'est pas la même chose. Non, parce que c'est plus facile. On parle d'une équipe, le Canadien, qu'au début de la saison, faire les séries tenait presque du miracle. Ouais. Fait que c'est un peu normal que... Tu sais, Kent Hughes n'était pas forcé de bouger. Steve Yzerman, c'est pas la même chose. Ça fait plusieurs années que son plan est enclenché. Ça fait presque une décennie qu'il rate les séries avec les Red Wings. Et l'année dernière, souvenez-vous, ils ont manqué les séries de très peu. Ouais. Alors, on n'est pas dans le même état d'esprit chez Dylan Larkin. C'est sûr que lui se dit, l'an passé, il nous a manqué un point. Cette année, on fait les éliminatoires et je veux de l'aide de mon DG. Puis ça reste que, on compare encore au Canadien, mais depuis que Steve Yzerman est en poste, le Canadien a eu le temps de se rendre en finale de la Coupe, de crouler dans les bas-fonds. On a eu le premier choix au total, on a été une des pires équipes de la LNH, et de remonter ça, de se qualifier pour les séries éliminatoires. Ça passe un peu sous le radar, là, mais c'est un peu catastrophique ce qui se passe avec les Red Wings présentement. Ça fait 9 saisons de suite qu'on rate les séries. Avant ça, on avait justement battu le record de la plus longue séquence de présence consécutive. 25, je pense. Ouais, proche d'une trentaine.
On était l'organisation par excellence de la LNH. Ça fait 9 années de suite qu'on les rate. Steve Yzerman, qui est un peu le golden boy de l'organisation, on l'avait ramené, il avait bien bâti le Lightning. Pas gagné la coupe là-bas, il avait quitté juste avant. On croyait vraiment que ça allait être lui le sauveur, qui allait justement amener les Red Wings à terre promise. Mais là, ça avance pas. Est-ce qu'on a fait des mauvaises sélections au repêchage? Je crois que ça explique une partie de la réponse. On a essayé de patcher des trous avec des vétérans en donnant des gros contrats. Il y en a que je suis pas certain. Ouais. Mais il y a une grosse remise en question à faire à Détroit présentement. Ouais, parce que Andrew Copp, Ben Sherratt, Ouais. Jeff Petrie, JT Comfort. on a essayé Patrick Kane, tu sais, on a essayé toutes sortes de choses du côté des Red Wings parce que, puis tu te dis mal repêché, oui et non, tu sais, t'as quand même Moritz Seider, tu l'as repêché pas mal plus haut que tout le monde l'avait anticipé, c'est un général à la ligne bleue, je pense que Lucas Raymond est capable de donner du bon hockey, mais dans les dernières saisons, on a souvent opté pour leurs joueurs de centre un peu plus beige, un peu plus responsables, on verra, là, tu sais, ils sont encore jeunes, mais je pense à Brandsted Nygaard, je pense à Nate Danielson, tu sais, j'ai hâte de voir si ces gars-là vont apporter quelque chose à l'équipe, mais la question que je me pose aujourd'hui, quand ton capitaine sort publiquement pour critiquer ton travail, est-ce que les jours sont comptés de Steve Yzerman à la tête des Red Wings? Écoute, est-ce que c'est les jours de Larkin qui sont comptés à Détroit ou Steve Yzerman à la tête de l'équipe? Je le sais pas. Les deux questions se posent. Les deux questions se posent. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que les gens en pensent du côté de Détroit. Mais c'est certain que Yzerman a fait certains faux pas. Il y a eu des bonnes choses qui ont été faites, surtout au niveau de la banque d'espoir et ici et ça. Mais il y a eu une certaine fenêtre de 1 ou 2 ans où on a essayé d'accélérer, je pense, le processus avec des vétérans qu'on a nommés auparavant. Oui, ça aurait pu vraiment bien marcher là, avec ces vétérans-là, mais on a mal choisi les vétérans à qui on a donné des gros contrats. Et j'ai l'impression qu'on fait un peu du surplace depuis quelques années du côté de Détroit. Là. Moi, je pense pas, parce que Steve Yzerman, c'est une légende vivante à Détroit. Ce serait quand même vraiment quelque chose de le jeter aux poubelles un peu comme ça, alors qu'il a fait tellement de travail pour cette organisation-là. Ça se peut qu'il y ait un choix à faire entre Larkin puis Yzerman, mais tu sais, Larkin, ce là, sont des adultes. Pour que ce soit clair, Larkin Ouais. est sous contrat à long terme. Là. Oui. Larkin n'est pas dans une situation où est-ce qu'il y a une décision. 8,7 millions jusqu'en 2028. Il n'y a pas de décision à prendre. C'est même plus long que 2028, Ali, je ne veux pas te contredire, mais c'est 2031, 2031, t'as pour raison. Larkin. Ouais. Je pense qu'ils vont être capables de régler ça entre eux, de prendre une voie qui est claire pour le futur. Parce que c'est pas vrai que tu vas échanger Dylan Larkin non plus. C'est ton seul centre de qualité. C'est ton premier centre. Un gars qui produit pour presque 1 point par année depuis des années. C'est un gars de la place, là. Si je ne m'abuse, il vient du Michigan. Il a joué à l'université du Michigan. C'est le visage de l'organisation depuis 10 ans. Ce serait de mauvaise foi, je trouve, de l'échanger comme ça. En tout cas, si jamais il devient disponible, c'est sûr que c'est une cible de choix pour le Canadien. Parce que des deuxièmes centres, là, il n'y en a pas une tonne. Non. Puis surtout, je pense que Montréal est rendu une étape où est-ce que les projets où on mise sur le potentiel, je pense qu'on est passé un peu ça. Tu sais, les acquisitions de Dak et Newhook, que ce soit des réussites ou des échecs, le point n'est pas là. C'est qu'on ne veut pas nécessairement miser sur ces joueurs-là. Puis moi, je ne suis pas un fan d'aller voir un... Tu sais, je pense que John Tavares va demander trop cher, trop longtemps. Mais de ce genre de joueurs-là, en fin de carrière, on peut penser à Matt Duchene. Ce sera intéressant de voir si c'est l'option préconisée par Kent Hughes, mais je pense que tu ne sers pas vraiment si tu donnes un gros contrat qui est très lourd, qui est faramineux à un joueur autonome qui a passé 32 ans. Fait que je pense que le sweet spot, là, c'est ça, 26, 27, 28. Si Larkin est disponible, c'est sûr que tu t'intéresses. Mais là, est-ce que, Tu vas pas échanger ton centre numéro 1 à un rival de division, par contre, si t'es les Red Wings. Ben, en même temps, qu'est-ce que les Sabres ont fait avec Dylan Cousins? C'est pas la même chose, par contre, parce que c'était un échange de problèmes. T'sais, Dylan Cousins, ça marchait pas. Mais ça, c'est tournait un en rond. autre dossier, ça, Dylan Cousins. Il y a des offres qui viennent de partout, puis tu te rabats sur Josh Norris dans ta propre division. Ouais, ben là, les Sabres, on pourrait faire un podcast complet sur leurs mauvaises erreurs. Ouais. Là. Mais c'est juste que ce serait osé quand même d'échanger ton premier centre à un rival de division. Faudrait voir si c'est déjà arrivé dans le passé. Là, mais je comprends ton point. Mon point, c'est plus dans l'idéologie du portrait de joueur qu'il faut que tu c'est cibles. ça que tu vises. Exactement Comme ça. Barzal aussi. Là. Exactement. C'est le même moule. Parce que moi, tu sais, puis c'est bien beau, là, les histoires, là, on va aller chercher un jeune prometteur. Ouais, c'est cool, un jeune prometteur. Mais c'est parce que ça. là, le noyau du Canadien, tranquillement, continue à vieillir. Puis là, tu veux quelqu'un qui s'intègre et soit déjà pertinent et dominant dans ton groupe. On n'est plus à l'étape de viens grandir avec nous pour que tout à l'heure, on performe. Oui, on veut que tu performes tout à l'heure. C'est sûr que le Canadien, la construction n'est pas finie. Mais tu veux pas viser non plus un joueur qui est encore jeune et que tu sais pas exactement qu'est-ce
qu'est-ce que ça va donner. Surtout que jusqu'à maintenant, forcé d'admettre que ça n'a pas marché. Kirby Dach, pas un centre. En tout cas, de ce qu'il a montré jusqu'à maintenant, je pense pas que c'est un centre top 6. Puis Alex Newhook, on est allé chercher en espérant qu'il puisse jouer peut-être sur un deuxième trio. Pas le cas présentement. Non. Fait que ces paris-là ont même pas rapporté pour le moment pour Kent Hughes. Et même dans la même lignée, Patrick Laine, totalement différent comme situation. Mais Pas la même chose. Oui, mais ça reste que c'est un pari que... Je suis pas prêt à dire que ça n'a pas rapporté non plus. Patrick Laine a quand même récolté sa part de but cette saison. C'est juste que Patrick Laine, tout le monde le savait, le joueur qu'il était sur la patinoire. Si tu es capable de vivre avec le fait que c'est pas le gars qui donne le plus grand effort, mais que c'est un gars qui va te chercher 15-20 buts en avantage numérique, et surtout que tu as été payé pour faire son acquisition, je le mettrais pas dans la colonne des échecs pour Kent Hughes. Loin de là. Non, mais disons cet été, si t'as la possibilité de t'en départir sans que ça te coûte de quoi. Non, je le fais Non? pas. Non, je le fais pas. Tu vas faire quoi l'année prochaine sur ton deuxième trio? Faut que tu les remplaces, ces buts-là. Là. Ben, Patrick Laine, c'est une nuisance à 5 contre 5 sur la glace. Le gars, il sert à rien. Il patine pas. Aucun effort. Mais fallait jouer moins à 5 contre 5. Transforme-le en Ben, il y a spécialiste des matchs où d'avantage il joue 10 numérique. minutes. Ben, c'est ça. Spécialiste de l'avantage numérique du Canadien est pourri depuis quelques mois. Ouais, mais là, je peux pas juste porter le fardeau de la preuve à Patrick Laine. Là. Non, mais parce que Juraj justement, Slavkovski le- aussi, une couple de fois, Oui. il échappe la rondelle en avantage numérique. Mais le problème de l'avantage numérique du Canadien, c'est qu'on le sait où est-ce que la rondelle s'en va. Ouais, mais ça, Il est c'est bâti mais ça, au- c'est toute sa faute. Ah, ben non, évidemment non. Tu sais, à Mais Suzuki, ça fait à partie Suzuki de à l'unité. prendre des lancers comme il faisait par le passé sur l'aile opposée. Si les joueurs cherchent toujours à passer à Laine pour un tir sur réception, peut-être que le problème est ailleurs que Laine. C'est peut-être le coaching staff qui demande ça. C'est peut-être les joueurs qui sont trop généreux, pas assez égoïstes. Caulfield a un bon lancer. Suzuki a un bon lancer. Hudson a une bonne vision, capable de trouver d'autres mondes. Oui, je suis d'accord. C'est juste, personnellement, je suis vraiment pas un fan de Patrick Laine. Et je crois pas qu'il faut s'attendre à ce que quand son contrat vient à échéance dans un Dans an, un an. il fasse partie du futur du Canadien. Je dis pas le contraire. Je te dis juste que je le rachète pas. Non. Ou je m'en débarrasse pas en payant non plus. Tu lui donnes une année juste pour voir encore. Son contrat, T'as rien là, à il est perdre bien à le correct. garder. Il te reste une autre année d'évaluation. Puis si jamais c'est une catastrophe, ben à la fin de la saison, tu lui sers la main puis tu dis merci beaucoup. Ouais, on est d'accord. Moi, c'est comme ça que je le vois. Sur ubet.io, inscrivez-vous avec le code RADAR et profitez d'un match de dépôt à 100% sur votre premier dépôt jusqu'à 100$ canadiens. On parlait de Laine Hudson. On va aller voir un joueur pas mal dans le même moule. Quinn Hughes avec les Canucks de Vancouver. Jim Rutherford, qui a un peu la réputation de bien penser à son affaire avant d'y aller d'une déclaration dans les médias. Il a déclaré « L'argent, ça devrait pas être un problème pour re-signer Quinn Hughes. » Le Quinn Hughes, là, son contrat ne vient pas à terme. Là. De mémoire, il reste encore 2 ans. Ouais, 2027. Bon, merci Ali. Il a dit « L'argent, ça ne sera pas un problème. Le point, c'est plus, va-t-il vouloir re-signer ici parce qu'il aimerait ça jouer avec ses frères? » Qu'est-ce que le président de l'équipe a à gagner que de mentionner ça dans les médias en bilan de fin de saison de l'année 2025, 2 ans plus tôt, Jacob? Absolument rien. Honnêtement, j'ai mal compris cette déclaration-là de la part du DG. Puis, tu sais, pourquoi tu ferais une déclaration comme ça? C'est comme s'il reste encore 2 ans de contrat. Puis là, tu commences un 2 ans de bataille, de bataille publique au niveau du contrat. Tu t'alimentes les médias au niveau des problèmes avec Quinn Hughes, d'un possible départ, des choses comme ça. Honnêtement, je sais pas, il a mis carte sur table, il a été transparent de dire que lui, il va le signer au prix qu'il veut. Mais par contre, il y a des choses qui sont plus grandes qu'au niveau monétaire. Mais honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez. Je vois mal qu'est-ce qu'il gagne à faire ça, à mentionner même des joueurs de d'autres organisations, à mentionner ses frères. Je sais pas. Jim Rutherford, c'est pas un épée, on s'entend. C'est Non, un ben vieux de la vieille Ouais. qui a bâti des équipes championnes de la Coupe en Caroline, à Pittsburgh. Il sait ce qu'il Il fait. sait ce qu'il fait. Ah oui, il sait ce qu'il Je fait. pense qu'il est en train de préparer les partisans des Canucks de Vancouver à une éventualité possible. Il lance ce message-là en disant « Je sais pas trop comment ça va se passer avec les Hughes, mais si jamais on les change éventuellement, soyez pas surpris. Voici pourquoi. » Ouais, mais Ah, Oli, c'est tu tôt, sais, je là. veux dire, t'alimentes, à moins que tu aies des discussions sérieuses pour le transiger dans les semaines à venir, je comprends pas pourquoi tu fais ça. C'est ton capitaine. Il a une saison qui va faire en sorte qu'il va être encore une fois finaliste au Norris. Il aurait pu te considérer pour le Hart s'il n'avait pas été blessé. Je veux dire, dans une saison aussi rocambolesque que les Canucks de Vancouver avec toute la saga Peterson et Miller,
je trouve qu'on rajoute de l'huile sur le feu que tu n'avais pas besoin avec Vancouver. Ben justement, tu l'as dit, la saison a été totalement rocambolesque. Faut pas s'attendre à ce que ça implose tout simplement à Vancouver, à ce que, écoute, cette reconstruction-là, aussi talentueuse qu'elle a été, là, on a vraiment été capable d'aller chercher des joueurs de haut niveau, ça n'a pas marché, puis que si cet été, on va procéder à des grosses transactions, peut-être Quinn Hughes, peut-être Elias Pettersson, à voir qui, ben soyez pas surpris. Je crois que c'est vraiment plus dans ce sens-là de préparer mentalement les partisans des Canucks à, regardez, notre plan n'a pas marché, puis ça se peut qu'on doive passer à un plan B très rapidement parce que le noyau actuel, clairement, il fonctionne pas. Mais c'est fascinant parce que il y a 5 équipes canadiennes en éliminatoire présentement. Puis si tu m'avais dit au début de la saison qu'il y a 5 équipes canadiennes sur 7 qui vont être en série, à 1000%, je t'aurais dit les Canucks de Vancouver. Après les Leafs, et les Oilers. Les Leafs et les Oilers. Ouais, c'était la plus grande. Les Jets, je t'aurais dit les Jets aussi. Oui, c'est vrai. Mais quand même, ça reste un confortable 4e sans aucun doute dans mon esprit. On peut s'amuser un petit peu, les gars. Évidemment, il a dit qu'il veut que... Ça fait peut-être partie de la volonté de Quinn Hughes de jouer avec ses frères. C'était les Canucks de Vancouver. Puis que tu prépares une transaction avec les Devils pour envoyer Quinn Hughes rejoindre ses frères, parce qu'on s'entend que ce serait pas l'inverse. Ça coûterait bien trop cher ramener... Jack et Luke à Vancouver. Anyway, ils voudront pas aller dans un marché canadien. Non. Quel prix est-ce que tu demandes pour Quinn Hughes? Ben, énorme. Ça commence avec Nico Hischier, plus, on s'entend? Oui, ça monte. Là. C'est extrême comme prix, comme retour. C'est sûr. C'est sûr. T'as il n'y aurait pas le gros bout du bâton, c'est certain. Mais tu pourrais avoir... Là, tu veux dire les Canucks. Les Canucks n'auraient pas le gros bout du bâton, parce que là, il s'est un peu peinturé dans un coin. Mais je pense que tu pourrais avoir un méchant gros pactole pour Quinn Hughes. Après ça, du côté des Devils, je vois pas vraiment pourquoi c'est pas ça dont on a besoin. Là, on n'a pas besoin d'un autre joueur. Parce qu'on a déjà son frère qui est une copie. Ouais. Puis on le voit en série présentement. Ben là, c'est sûr que Jack Hughes est blessé. Là. Honnêtement, c'est un peu malhonnête. Mais ça, c'est une autre histoire. Là. Oui. Moi, je trouve qu'on a fait une belle gaffe du côté des Devils quand on s'est entêté à acheter à la date limite. Là. Ouais, on aurait juste dû reconnaître qu'avec Jack Hughes blessé, puis à ce moment-là, Doug Hamilton qui est revenu entre-temps, là, on aurait juste dû se dire merci beaucoup à l'année prochaine. Là, et garder tes actifs. Parce qu'au final, chaque date limite des transactions te brûle des munitions. Ouais. Ces munitions-là, conserve-les puis échangeais l'année d'après quand tu y crois. En tout cas, ça, c'est un autre dossier. Mais si t'es Quinn Hughes et si t'es les Canucks, là, est-ce que ça a mal passé auprès de la base de partisans de voir que ton capitaine était prêt à sauter dans l'avion pour aller disputer la finale de la Coupe des 4 Nations alors qu'il était blessé? Et quand la saison régulière a recommencé dans les jours suivants, il n'était pas sur la glace. Est-ce que là, il n'y a pas eu une cassure à ce moment-là? Moi, personnellement, je pense que non. Je pense que tout le monde est capable de comprendre les circonstances, mais je me pose quand même la question. Là. Écoute, il s'est passé tellement d'affaires bizarres à Vancouver cette année. Évidemment, toute la saga Pettersson-Miller, JT Miller, Quinn Hughes, Rick Tocchet, tout le flou par rapport à son avenir avec l'équipe. Je pense qu'il y a beaucoup de non-dits aussi par rapport à ces situations-là. Il y a beaucoup de choses qui sont pas trop sorties dans la sphère publique, puis il y a des raisons derrière ça. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment bizarre ce qui se passe à Vancouver. Puis si j'étais un fan de cette équipe-là, je serais totalement exaspéré. Puis je me demanderais où c'est qu'on s'en va avec ça. Exact. Parce que là, Rick Tocchet, Jim Rutherford, ça fait partie de l'annonce aussi. Il va pas exercer l'année d'option sur son contrat. On est quand même ouvert à le ramener, mais là, on a aussi ouvert la porte à ce que d'autres équipes négocient avec Rick Tocchet. On s'entend-tu que... Surveillez d'ailleurs les Flyers puis les Rangers dans ce dossier-là, je pense. Mais on s'entend-tu que Rick Tocchet à Vancouver, c'est fini? C'est fini, exactement. Tu sais, honnêtement, c'est pas impossible, mais c'est peu probable. Ouais. Fait que je sais pas, elle s'en va où cette équipe-là, sincèrement. Puis JT Miller, on n'a pas eu un très gros retour pour lui, considérant la qualité de joueur qu'il est. On a des morceaux, Elias Pettersson qui n'a pas connu une grosse saison, mais cette équipe-là, ils ont vraiment des gros problèmes présentement. Ah oui, assurément. Puis c'est pas la seule équipe qui a eu son lot de rebondissements cette saison. Tu viens de le mentionner, les Rangers de New York. Écoute, la transaction Capo-Caco, toute l'histoire avec Jacob Trouba qui a été forcé d'être échangé parce que sinon on le plaçait au balotage. Même chose qui s'était passé avec Barclay Goodrow il n'y a pas si longtemps. On a mis Chris Kreider sur le bloc. Et on a fait... Mika Zibanejad a fait des sorties. Calvin Daan, la semaine dernière, est allé en disant « Ici, c'est un shit show. Ici, ça n'a pas de bon sens à quel point on est maltraité. » Et là, finalement, Pete Laviolette se fait montrer la porte.
Les Rangers de New York, là, ça revient un peu à la même affirmation que les Canucks de Vancouver, mais pour moi, c'était une certitude des séries, puis même c'est l'équipe que j'avais choisie pour représenter l'Est en finale de la Coupe. Quelle catastrophe! Ouais. Puis là, ça a coûté la job à Peter Laviolette. Est-ce qu'on peut vraiment le blâmer pour tout ça? Il mérite une partie du blâme, c'est sûr, quand t'es un coach. Quand t'es un coach avec autant d'expérience que Peter Laviolette, tu devrais être capable de gérer certaines situations. Tu sais, c'est pas un coach de 35 ans, là, Peter Laviolette. Il y en a du bagage. Mais après ça, je pense que ça part de plus haut aussi. Là. Ça part d'un Chris Drury, ça part peut-être même du propriétaire James Dolan. Il y a des affaires bizarres qui se passent dans cette organisation-là. Tu n'en as pas parlé, mais la semaine passée, Artemi Panarin, ce qui est sorti, ah oui, c'est vrai. Que l'organisation a dû payer en raison de... La saison est finie, puis ça n'arrête pas pour les Rangers. Il y a tellement de choses qui se passent de ce côté-là, puis oui, Laviolette, entraîneur d'expérience, aurait dû gérer ça, mais à un moment donné, je pense qu'il y avait tellement de distractions autour de cette équipe-là. Ouais. Puis on aurait dû faire le changement. Si c'était pas notre homme, pourquoi on n'a pas fait le changement plus tôt? Je sais qu'on voulait peut-être pas imputer tous les problèmes autour de lui. Ça fait pas 15 ans qu'il est là. Ouais. C'est quand même récent, Peter Laviolette. C'est au début de la saison dernière. Ça fait 2 ans qu'il est là. Je veux dire, à un moment donné, il croyait en son rôle, puis ça n'a pas fonctionné parce que moi, je pense que c'est Chris Drury puis James Dolan. On s'est auto-saboté. Tu sais, quand t'arrêtes pas de sortir là, puis tu coules les informations comme quoi Zibanejad puis Kreider sont des rumeurs de transactions, là. Hey, après ça, t'es l'entraîneur-chef, puis bonne chance pour réparer les pots cassés, là. Ouais. Non, mais c'est la réalité, là. Puis je pense qu'il faut admettre aussi, on a comme cette image un peu des Rangers, un peu en or. C'est une équipe dans les 6 originales. L'équipe qui vaut le plus cher dans la Ligue nationale de hockey, c'est New York, c'est le plus gros marché, c'est le Madison Square Garden. Mais c'est une organisation qui est dysfonctionnelle. Ils ont une coupe depuis 1940. T'sais, malgré que tous les joueurs autonomes veulent toujours jouer là, malgré qu'on réussit à tout le temps procéder à des grosses transactions, qu'on est quand même compétitif, bon an, mal an, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans cette organisation-là. Ouais. C'est pas normal qu'une équipe qui a autant de moyens, qui a autant une auréole autour d'elle, soit pas capable de performer plus que ça et s'auto-sabote année après année. Ouais, mais tu sais, Jake, je te pose la question, là. Est-ce que c'est pas la claque au visage que les Rangers avaient besoin? Tu sais, de moment donné, là, de te le faire mettre d'en face, de frapper le mur pour te remettre en question puis faire, faut peut-être changer notre fusil d'épaule. Parce que tu viens de le dire, Oli, là. C'est une équipe qui se dit tout le temps, ouais, mais on s'en fout. Non, les joueurs autonomes vont venir ici de toute façon. T'sais, on a envoyé une lettre à nos partisans pour dire qu'on va aller en reconstruction, puis Artemi Panarin nous a tombé dans les bras. Et Adam Fox. Fait que tu t'es comme, ben crime, il n'y en a pas de problème. Est-ce que c'est ça que les Rangers avaient besoin? Frapper un mur solide pour enfin se mettre à faire les choses de la bonne façon? Ben, certainement. Reste à voir s'ils vont vraiment la recevoir, cette claque-là, puis faire les changements qu'ils ont besoin. Et si c'est pas assez gros pour faire les changements qu'ils ont besoin pour le futur, il n'y aura jamais de claque assez grande pour changer d'idée, puis ça va toujours rester la même chose. T'sais, Oli l'a dit, une organisation qui est dysfonctionnelle, en fait, qui l'est depuis longtemps, puis maintenant on commence à le voir au grand jour, ça change pas du jour au lendemain, puis si ça fera pas changer les choses, je pense que ça changera pas, là. Parce que c'est quoi les solutions à court terme, disons-là? T'es les Rangers, tu veux recommencer à être compétitif l'an prochain. OK, est-ce que tu essaies de sortir des pommes pourries de ton vestiaire? Qu'est-ce que tu fais exactement pour te remettre sur la bonne voie? Moi, je pense que ça passait par le congédiement de Chris Drury. Mais ça a l'air que Drury et Dolan sont de même, sont comme ça. Ouais. Mais ça, c'est le problème. Ouais. Parce que là t'as comme une plante qui est pourrie, là, mais là, t'as coupé la tige, mais les racines en dessous sont encore là. Fait l'année prochaine, je m'attends pas à ce qu'on ait vraiment un changement drastique. Puis des propos comme Calvin DeHaan, lui, il s'en sac parce que lui, c'est fini. Là, il retournera pas là-bas. Mais s'il y en a plusieurs au sein de l'organisation qui pensent comme ça, c'est fou. Si Igor Shesterkin et Alexis Lafrenière n'avaient pas signé à long terme plus tôt cette saison, est-ce qu'on se retrouverait pas dans un autre saga à venir dans les prochaines semaines? T'sais, ils sont chanceux, en quelque sorte, d'avoir réglé ces dossiers-là plus tôt dans l'année parce que ça a tellement mal viré leur affaire que je serais vraiment curieux de voir dans quelle direction ça va. Puis les joueurs, est-ce que vous pensez qu'on a les bons leaders du côté de New York? Non. Quand on regarde ça, on regarde la formation froidement, on pensait qu'elle allait faire les séries. Tu l'as même dit qu'elle allait faire un bon bout de chemin dans tes prédictions au début de la saison. Est-ce qu'on a les bons leaders, finalement? Est-ce qu'on doit changer tout le noyau complet? Là, moi, je crois beaucoup en JT Miller. Honnêtement, je pense, puis c'est ce qu'on entendait à travers les branches, JT Miller et Elias Pettersson avaient des difficultés parce que Elias Pettersson se serait présenté pas en grande forme physique. Et ça aurait déplu à JT Miller, et c'est un peu comme ça que la carrière aurait commencé. Est-ce qu'il y a eu autre chose avant? Est-ce qu'il y a eu autre chose après?
Peut-être, mais on a entendu ça à travers les branches. Moi, Miller, j'y crois. C'est un joueur qui joue de la bonne façon. C'est un retour à New York. Est-ce qu'il va pouvoir bâtir là-dessus? Peut-être. Mais sinon, les autres, Adam Fox, c'est pas mon préféré. Panarin, Zibanejad, pas sûr que ce soit les meilleurs leaders dans un vestiaire. Exact. Je pense que Kreider est capable d'être un bon leader. Mais ça va être intéressant de voir si les Rangers vont faire du pareil au même l'année prochaine ou si on va tenter un électrochoc en transigeant quelqu'un un gros morceau. En même temps, tu as déjà transigé plusieurs cette saison. Ça va être intéressant à surveiller. C'est pas le seul coach qui a perdu son poste. Greg Cronin du côté des Ducks. Dan Biersma, ça m'a quand même surpris après une seule saison avec le Kraken de Seattle. Qu'est-ce que tu auras à dire là-dessus, Oli? Mais on dirait que le Kraken sont un peu perdus dans leurs objectifs en tant qu'organisation. On a voulu emprunter le même chemin que les Golden Knights. Pas de la même façon, mais c'est-à-dire d'être compétitif assez rapidement à la place de construire une équipe lentement. Le Kraken aurait pu tanker 2, 3, 4 ans. Je suis pas d'accord. Mais à leur deuxième saison, ils ont fait les séries, puis ça leur a comme donné une image, ça leur a donné l'idée de « Hey, on peut être compétitif rapidement. Okay, » On a signé une tonne de vétérans, et ce qu'on veut, c'est faire les séries dès maintenant, puis... À cause de ça, Dan Biersma a perdu sa job. OK, mais ça c'est bon. Ça, c'est vrai. Qu'une fois qu'ils ont fait les séries, c'est vrai. Mais au départ, si on revient au repêchage d'expansion, et ils ont vraiment, ils ont ramassé des joueurs parce qu'on voulait se garder de l'espace sur la masse salariale. On voulait être agressif en croissance. Oui. On s'entend là-dessus. C'est pas du tout la même chose que Vegas au départ. Ouais, mais justement, à cette saison 2-là, une fois qu'on a vu... on a fait les séries un peu par miracle. On s'entend, c'était pas un grand club. Ouais. Ça nous a comme donné des faux espoirs pour la suite à la place de continuer avec le plan. Puis là, Dave Astor a perdu sa job l'an passé à cause de ça. Là, c'est Dan Biersma. Mais cette équipe-là a tout simplement pas la qualité de joueur pour prétendre vouloir faire les séries année après année. Ouais. On commence à bâtir une banque d'espoir, mais on n'a pas nécessairement d'espoir élite. Matty Beniers et Shane Wright, c'est des bons joueurs. Est-ce que c'est des futurs attaquants de premier trio? Pas sûr. Mais eux c'est vraiment le syndrome de « on sort le chèque pour les gars qui ont gagné la coupe ». On va aller chercher, on va aller chercher les Chandler Stevenson, on va aller chercher Brandon Montour, on va aller chercher les gars avec de l'expérience, puis c'est pas des super contrats, puis après ça, tu te retrouves dans une situation où est-ce que si les performances n'y sont pas, tu t'es peinturé dans un coin. Mais encore une fois, est-ce que ça, c'est de la faute de Biersma ou c'est de la faute de Francis? C'est Francis. Ouais. Et à travers tout ça, lui, il y a une promotion en plus. Lui, il est nommé président des opérations hockey. Exact, là, on a nommé Jason Botterill comme directeur général de l'équipe. C'est un peu la route facile quand tu veux construire une culture d'organisation, d'aller chercher des gagnants ailleurs. Puis là, finalement, ça fonctionne pas. Puis tu sais, Oli l'a mentionné, tu regardes l'alignement, puis est-ce que tu peux vraiment être fâché de pas faire les séries dans cette saison-là? Ils ont à peu près 9 joueurs de troisième trio dans cette équipe-là. Là. C'est la définition d'une équipe moyenne. T'sais. Ouais. Moi, c'est la gestion générale du Kraken qui me laisse un peu perplexe. Souvenez-vous à la première année de Shane Wright. On l'a conservé avec l'équipe plutôt que de le renvoyer dans la OHL. On l'a conservé avec l'équipe, mais il jouait pratiquement pas parce qu'on voulait pas brûler l'année de contrat. On voulait faire glisser son contrat. Donc, on lui a donné 8 matchs de façon sporadique, beaucoup de matchs dans les gradins. Ouais. Un joueur qui, on s'en souvient, avait perdu une année de développement dans la OHL en raison de la COVID, a pratiquement pas joué. Et là, une fois qu'on l'a envoyé avec le championnat mondial junior, à ce moment-là, on l'avait descendu dans un calibre inférieur. On parle quand même d'un joueur que tu as repêché extrêmement haut. Tu peux pas négliger son développement. Ces gars-là, il faut qu'ils jouent du hockey. On a passé la saison à être inquiet pour Reinbacher parce qu'il était blessé à un jeune âge puis qu'il n'allait pas voir la glace. Et eux, volontairement, se sont mis dans cette situation-là. On dirait que le Kraken... Je ne sais pas si on veut réinventer la roue, je ne sais pas si on veut faire les choses autrement, mais il y a des décisions qui ont été prises depuis une centaine d'années dans la Ligue nationale, puis il y a des raisons pour ça. Là. Surtout que dans le cas de Wright, en plus, tu te rappelles, il avait manqué son année de 16 ans à cause de la COVID, il n'avait pas pu jouer dans la Ligue junior de l'Ontario. Fait que c'était un gars qui avait besoin de jouer, je pense aussi que c'est un gars qui avait besoin de stabilité. J'ai une théorie avec le congédiement de Dan Biersma. Vous me direz si c'est fou, les gars, ou non. J'ai l'impression que le timing du congédiement de Dan Biersma et de Peter Laviolette est peut-être lié. Parce que Ron Francis, légende de l'organisation des Hurricanes de la Caroline, avant ça, les Whalers d'Hartford, a passé beaucoup de temps là-bas. C'est lui qui a construit un peu l'équipe actuelle des Hurricanes. Peter Laviolette, lui, a gagné la Coupe Stanley en Caroline en 2006. Brièvement croisé Ron Francis. Je me demande si le congédiement de Dan Biersma est peut-être pas lié à une embauche éventuelle de Peter Laviolette.
un entraîneur-chef d'expérience qui a gagné à peu près partout où il est passé, ce serait pas lié un petit peu. Je lance cette théorie-là. C'est intéressant. C'est pas fou. Honnêtement, j'y avais pas pensé. Ça a de l'allure parce qu'effectivement, ils ont gagné ensemble en Caroline. Parce que pourquoi tu le congédierais après une saison parce qu'il a raté les séries? Normalement, tu vas donner au moins 2 saisons à un coach, là, on s'entend. Ouais, mais Dan Baszma, oui, OK, il avait été très bon là, à Coachella Valley, là, puis il avait monté d'ailleurs avec Jessica Campbell. Mais, tu sais, c'est un entraîneur-chef qui avait été placé un petit peu sur la tablette là, après son séjour avec les Sabres de Buffalo. Il était allé assistant, mais c'est pas comme un entraîneur-chef qui, du moment qu'il perdait son poste, était immédiatement engagé. Il avait la réputation qu'il traînait un peu, puis ça avait pris certaines personnes par surprise de le voir. Tu sais, c'est en 2016-2017 son dernier job d'entraîneur-chef. Après ça, il était 3 ans assistant à Détroit, puis il est retourné dans la Ligue américaine, justement, pour refaire ses classes un peu. Il a très bien fait dans la Ligue américaine. Oh, excellent! Oh, excellent! Je ne dis pas le contraire, là. Il était très bon, mais peut-être qu'il y a eu un incident qu'on n'est pas au courant ou quelque chose du genre, parce que je suis d'accord avec toi, c'est plutôt rare, honnêtement, de laisser partir un entraîneur-chef après une seule saison. Puis des fois, ça peut être même injuste, à la limite, surtout quand tu vois que ton patron obtient une promotion par la suite. Ça, c'est un petit peu spécial. Moi, si je suis un partisan du Kraken, je ne suis pas encouragé par ce qui se passe présentement. Puis j'ai hâte de voir quelle direction qu'on va prendre là, dans les prochaines semaines. Puis là, présentement, ça donne 6 postes d'entraîneur-chef qui sont vacants dans la LNH. Tu as les Flyers, évidemment, qui ont congédié John Tortorella. Les Bruins, qui avaient congédié Jim Montgomery, Joe Sacco nommé par intérim. Je sais pas si ça a été annoncé, mais bon, ils sont non, c'est pas annoncé, mais c'est même chose à Chicago. Même chose à Chicago. Ouais. Les Rangers, le Kraken et les Ducks. Donc 6 postes assez différents l'un de l'autre. Tu en as comme à Chicago et Anaheim où tu as la chance de coacher une jeune équipe. À New York, c'est une équipe qui veut gagner maintenant. Donc c'est des offres, c'est des postes tous très différents. Et évidemment, à Montréal, on surveille de près Pascal Vincent qui a été nommé entraîneur-chef de l'année dans la Ligue américaine. Lui, au minimum, c'est sûr qu'il va avoir des entrevues pour certaines de ces jobs-là. C'est sûr. C'est sûr. En même temps, est-ce qu'un long parcours avec le Rocket pourrait le désavantager? Parce que parfois, les équipes, tu ne veux pas te retrouver le bec à l'eau. Là. Ouais. Fait que là, si tu as 2 candidats, là, tu te dis si j'en perds un parce qu'il s'en va sur un autre poste, puis finalement, je m'entends pas avec l'autre, je me retrouve avec rien, tu n'es pas plus avancé. Donc ça va être intéressant à surveiller pour Pascal Vincent, mais ça se peut, là, on parle beaucoup de Ricky Tocchet qui pourrait se replacer. Est-ce que Tocchet pourrait aller à Philadelphie? Il y a eu beaucoup de rumeurs à cet effet-là, mais est-ce que Pascal Vincent avec Daniel Brière, ça a du sens aussi? Ça serait intéressant. Yann Laperrière aussi avec les Flyers. Yann Laperrière aussi avec les Flyers. Puis je te dirais qu'une autre situation qui est à surveiller, je ne sais pas si Mike Sullivan va vouloir poursuivre son association avec les Pingouins. Évidemment, tu peux pas démissionner parce que si tu démissionnes, ben là, tu refuses complètement tout l'argent qui t'est donné. Mais il y a peut-être moyen de t'entendre. Regarde là, si tu me congédies et que moi j'accepte le poste à côté, une énorme partie de mon salaire va être payée par ma nouvelle équipe, donc ça te ferait pas trop mal. Puis, tu sais, les Bruins et les Rangers, pas le genre d'équipe qui va engager, en tout respect pour Greg Cronin, c'est pas le genre d'équipe habituellement qui va engager un homme qui est un peu plus nouveau. T'sais, il y en a eu au fil des années, là, Dave Quinn, des choses comme ça. Là. Mais de façon générale, on y va pour le gros nom. Puis je pense que Mike Sullivan, entraîneur-chef américain, avec les 2 plus gros marchés des États-Unis, c'est pas encore fait. Peut-être qu'il va rester à Pittsburgh, mais je soulève la possibilité. Ouais, puis je pense que si t'es Mike Sullivan, c'est une belle occasion justement de sortir de Pittsburgh. Une autre organisation qui s'en va nulle part, qui devrait entamer une reconstruction, mais qui veut pas. Après ça, est-ce que tu veux t'embarquer dans un fiasco comme avec les Rangers de New York? Je sais pas à quel point c'est une job qui va intéresser des candidats potentiels, les Rangers. Les Penguins ou les Bruins? La meilleure situation, présentement, pour diriger? Les Bruins. Avec McAvoy, Swayman, Pasternak. C'est une équipe, je pense, qui, malgré tout, là, est plus proche de refaire les séries que les Pingouins. Parce que c'est pas une équipe non plus qui a une grosse relève. Non. On a quelques espoirs, disons, B ou C, là, à la limite. Bon, on est allé chercher Fraser Minton dans la transaction avec les Maple Leafs. Mais sinon... on va avoir un très haut choix au repêchage qui s'en vient. Oui, ça va les aider. Ça va être gros, possiblement top 5, top 3 à voir. Ouais. Ça va être gros. Puis à Boston, je pense que James Higgins est un joueur qu'on surveille de près parce qu'évidemment, il a joué à Boston College. C'est un gars qu'on aimerait bien aller chercher, un attaquant. Mais sinon, un autre nom à surveiller pour les jobs d'entraîneur, peut-être plus à Chicago ou à Anaheim. Puis c'est un nom qui n'est pas encore très discuté dans les cercles publics. Tu le connais sûrement, Anthony, mais David Carl, qui est l'entraîneur-chef à l'Université de Denver.
Lui, là, dans les cercles de la Ligue nationale, il est vu comme étant le hot shot, le coach du futur. C'est un jeune entraîneur qui a 35 ans. Il a vraiment bâti un super programme à l'Université de Denver. Cette année, ils ont perdu dans le Frozen Four, je crois. Ouais. L'an passé, il avait gagné. Il a gagné 2 médailles d'or avec les États-Unis au championnat mondial junior. Faudrait pas être surpris qu'une équipe comme Chicago ou Anaheim lui offre un pont d'or et dise « On veut que tu sois le coach du futur pour nous. » Ouais, c'est un excellent point qu'il t'apporte. Je suis convaincu qu'il fait le saut dans la Ligue nationale. Ça revient exactement à ce que je disais pour Pascal Vincent. Le fait qu'il se rendait loin des fois. Tu sais, ce genre de coach-là, tu peux être confortable dans tes paramètres. Puis, regarde, je suis bien ici, je suis bien traité. Ces gars-là font mon salaire aussi. Oui. Mais je pense que Carl est prêt pour un autre défi. Puis, effectivement, c'est pas impossible qu'il fasse le saut dans la Grande Ligue. Inscrivez-vous sur ubet.io avec le code RADAR et profitez d'un match de dépôt à 100% sur votre premier dépôt jusqu'à 100$ canadiens. Merci, Oli, pour le podcast. C'était fort agréable. Ouais. Merci aussi à toi, Jacob. J'espère que vous avez apprécié à la maison. C'est un nouveau format. On essaye ça. On espère que vous allez triper avec nous puis que vous allez apprécier un podcast peut-être plus axé sur la discussion et non sur les informations. Parce que des informations, on n'en a pas à vous offrir. Fait qu'on va y aller. Toi, le numéro, si jamais vous voulez savoir le numéro du prochain joueur du Canadien, demandez à Anthony. Exact, c'est ça. Moi, je suis spécialisé en termes de numéros. Fait que merci, Ali. Merci à toi, Anto. Merci, Jake. Merci à toi. On se reparle bientôt et on se revoit la semaine prochaine. Pour peut-être même 2 fois par semaine. Là. Oh! On discute ça là, pour les nouvel épisode de Radar. Surveillez ça sur les différentes plateformes de la Commission athlétique. Bye bye tout le monde.